me souviens, avril 2005, Olivier Quatrin, animateur à l'époque de l'émission que vous écoutez en ce moment, Bulle de rêve, m'avait demandé à moi, Alexis Huneau, chroniqueur habituel de l'émission, d'animer à sa place. Je me souviens, j'étais assis à cette place que j'ai en ce moment, qui nous permet de voir en face la régie de l'émission. La régie, pardon. L'émission avait comme sujet le festival de l'AFCA, qui se déroulait encore à l'époque à Auch. Je me souviens, autour de la table, il y avait Valérie Pierson, qui venait d'obtenir 2 ou 3 prix avec son magnifique film de fin d'études de l'ENSAD, Pistache. Il y avait aussi Arthur de Pince, qui triomphait avec son film La Révolution des crabes. Aussi Sébastien Lodenbach et son deuxième très beau court-métrage Des canins dans les cuisines. Et dernier invité, un jeune auteur, que l'on découvrait avec son premier film, Une histoire vertébrale. C'était Jérémy Clapin. Depuis, Valérie Pierson continue à travailler ses techniques préférées de volume pour la pub, ou bien en animatrice pour Michel Gondry par exemple. Arthur de Pince a connu de nombreux succès en BD et a co-réalisé le long-métrage Jean Millennium. Sébastien Lodenbach a à son actif une dizaine de courts-métrages et le long-métrage La jeune fille sans main. Jérémy Clapin, après Une histoire vertébrale, réalisera 2 courts-métrages, Skizen, véritable succès de festival, et le magnifique Palmipédarium. Avec son premier long-métrage, J'ai perdu mon corps, il a mis d'accord l'image par image et la prise de vue continue, en obtenant le Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes et le Grand Prix et le Prix du public au Festival d'Annecy. On reviendra d'ailleurs sur le film dans la deuxième partie de l'émission. Dans cette deuxième partie, nous parlerons aussi du court-métrage L'heure de l'ours d'Agnès Patron. Vous pouvez voir le film sur le site d'Arte d'ailleurs, pendant qu'on parle. Le lien, alors je ne vous le conseille pas, regardez-le un peu avant. Le lien est sur la page d'accueil de The Web Anime, mais vous le trouvez sans problème sur la page de court-circuit d'Arte. C'est à ce court-métrage que nous devons le générique de l'émission d'aujourd'hui. Superbe musique signée Pierre Oberkampf. Musique d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur de nombreuses plateformes proposant de la musique sur le net. Juste après ça, vous auriez pu entendre, mais je pense qu'il passe sur VLC, parce que c'est un web et non pas sur iTunes. Est-ce qu'on peut essayer sur VLC? Tu l'as ou pas, Nicolas? Alors normalement, vous pourriez entendre peut-être ça, si Nicolas y arrive. Suspense. C'est du web et peut-être que je me suis dit sur VLC ou iTunes, si l'un des deux ne marche pas. A priori, non. Bon, tant pis. Alors, c'est dommage parce qu'il y avait une autre chose qui était aussi en web. Vous auriez pu entendre la voix de Jean-François Laguilloni lors de la remise du César de son film La traversée de l'Atlantique à la rame. Je n'oserais pas vous faire ce que dit Jean-François Laguilloni, mais en gros, il monte sur scène. Alors, c'est très intéressant parce que Pierre Tchernia lui dit que le film a été récompensé à Ottawa, festival d'animation, en plein César. Comme quoi, il y avait la culture à l'époque. Et Jean-François Laguilloni, de manière très monte sur scène et que tel qu'on le connaît, dit... on dit toujours ah. Alors on essaye. Gagnant 1, La traversée de l'Atlantique à la rame de Jean-François Laguilloni. Et voici récompensé l'excellent film de Jean-François Laguilloni qui a déjà été récompensé au Festival d'Ottawa. On dit souvent que les réalisateurs de films d'animation ne sont pas très bavards, j'en suis tout à fait l'exemple. Je ne serait pas très original donc, et je dirais merci à tout le monde. Voilà, donc c'était Jean-François Laguilloni, la remise des Césars, et comme il dit, les gens d'animation sont pas très bavards, et donc il remercie tout le monde pour son sublime La traversée de l'Atlantique. On va parler notamment de la riche actualité de Jean-François Laguilloni. On en parlera dans la première partie de l'émission, aussi bien pour ses courts-métrages, dont La traversée de l'Atlantique à la rame, que pour les longs. C'est un jeune retraité. Peut-on parler de retraité pour Jean-François Laguilloni? Tant il fait de choses. Je me souviens un peu plus tard, en 2015, Olivier Quatrin décide d'arrêter d'animer Bulle de rêve. Il propose à l'équipe de reprendre l'émission. Après une émission où je suis seul en septembre, j'anime une première vraie émission en octobre 2005 avec Olivier Quatrin, qui revient, qui nous parlait de la fête de l'animation. Jessica Bougibo, qui pour la venue à cette occasion du grand réalisateur Daniel Chechoura. Et on a parlé avec Philippe Grammatikopoulos, ancien Tupinfo comme Valenciennes, de son travail. Et en fin d'émission, il y avait un module intitulé Critiques en herbe, où des enfants nous parlaient de Voilà c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou, chronique qu'on a relancée il n'y a pas si longtemps et que j'espère on continuera très bientôt.
Je me souviens que ma voix tremblait beaucoup, que je bégayais pas mal. 14 ans d'émissions animées, programmées presque seul, et pendant ces 14 ans, de nombreux invités. Peter Lorre, Jan Schwankmeyer, Yuri Norstein, Joanna Quinn, Adam Elliott, Julie Roy, Wendy Tilby, Amanda Forbis, Ron Diens, Emmanuel Arenal, Cédric Villain, Léo Marchand, Momo Cossetto, Benjamin Renner, Chloé Maslow, Marcel Jean, Glenn Keane, Alain Huguetto, Koji Yamamura, Prit Parn, Isao Takahata, Aléa Bléou, Benoît Chieux, Florence Miaille, Didier Brunner, Théodore Huchev, Gilles Cuvelier, Franck Dion, Jérémy Clapin, Sébastien Lodenbach sont revenus ici aussi. Et plein d'autres qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de se retrouver ou derrière ce micro ou enregistrer. Et bien sûr des fidèles, Olivier Quatrin, Francis Gavel, Ilan Nguyen notamment, Nicolas Tisse plus récemment. C'est une petite partie des gens reçus ou enregistrés donc pour l'émission. Et au moment de ce petit bilan de 14 ans d'émission, je me souviens des gens qui m'ont aidé, porté pour la faire, et plus particulièrement Florentine Grelier, Rémi Dalloin et Valentine Delqueux, qui m'ont véritablement permis de continuer l'émission. Un énorme merci à elle et à lui. Un grand merci, bien sûr, à Nicolas qui réussit à réaliser, encore là tout à l'instant, cette émission, malgré une organisation, des fois, un peu mouvementée, chaotique, comme j'ai l'habitude de le faire. Et si j'ai arrêté un moment de trop bégayer, d'un peu plus poser ma voix, de peut-être plus être à l'écoute, je l'espère, devenir un meilleur animateur et intervieweur, c'est grâce au tout début au conseil de Judith Delvincourt. Merci beaucoup, Judith. Merci à elle et à eux, car je me souviens de moments plus difficiles, de moments de découragement, de moments d'ennui des fois, enfin tous ces moments qu'on surmonte que parce que l'on est bien entouré. Alors pourquoi ce bilan 14 ans après cette première émission? Alors non, je ne m'en vais pas complètement. Désolé pour celles et ceux qui avaient espéré cela à un moment donné en entendant cette introduction. Mais il est temps, après 2 septennats, moi qui n'aime pas le pouvoir, je peux vous dire à quel point c'est long, de changer l'émission, de changer de formule, mais surtout de mettre une équipe complète enfin à sa tête. Alors qu'aujourd'hui, le monde de l'animation change terriblement. Plus de films, plus d'écoles, plus d'auteurs, plus d'autrices, plus de tout en fait. Au moment où ce monde se complexifie terriblement, il me paraît important que Bulle de Rêve se transforme pour commenter, débattre, discuter de ce qu'il se passe dans ce monde de l'image par image. Pour cela, on va essayer d'alterner 3 types d'émissions. Déjà, la dernière fois, c'était ça. Une avec un invité principal. Alors, c'était André Martin qui est décédé. Il n'était pas là, mais en tout cas, voilà, on travaillait, on parlait de lui. Une avec un débat critique, comme ce qu'on va avoir aujourd'hui, et un avec un débat sur un sujet, une thématique. Si je reste pour animer une grande partie des émissions, mais pas toutes, il se peut que des fois je ne me retrouve pas derrière ce micro et que quelqu'un d'autre s'y retrouve, et pour aider à la programmation, c'est dorénavant un travail de groupe qui animera et programmera Bulle de Rêve. Une équipe qui, je l'espère, peut encore se modifier. On est malheureusement loin d'une équité par exemple, mais on va essayer de changer cela en tout cas en faisant attention, notamment aussi pour les invités et les intervenants qu'on aura autour de la table. 4 personnes que vous connaissez déjà si vous écoutez régulièrement l'émission. Marie-Pauline Mollaret, critique à Écran Noir et notamment sélectionneuse pour les courts-métrages à la Semaine de la Critique, qui devrait pas tarder à arriver. Antoine Biber, réalisateur notamment d'un film de fin d'études Petite Mort, aujourd'hui collaborateur au sein du studio Donc Voilà et réalisateur notamment de Shortcuts pour Arte. Pascal Leduf, et lui il n'est pas là mais il sera là la prochaine fois. Pascal Leduf, critique au Télégramme de Brest. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, il faut dire bonjour. Oui, tout à fait. Maintenant c'est l'équipe, donc faut dire. Et bien sûr l'incontournable, encore lui décidément, Nicolas Tisse, notamment 24 images. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nouvelle équipe qui va permettre de parler d'autres choses, de mettre en avant d'autres auteurs, autrices, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bulle de Rêve. On va avoir aujourd'hui un autre invité, Stéphane Dreyfus. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, qui donc écrit dans La Croix et un grand défenseur aussi de l'animation. Je crois que nous arrivons déjà au bout de notre voyage. La terre n'est pas loin. Nous la devinons. Hier, nous avons vu des dauphins. Oui, c'est la première fois. C'était magnifique. Finalement, notre voyage aura été bien court. Oui, bien
J'ai plusieurs hypothèses. Celle qui me vient à l'esprit, c'est que à l'époque, je vivais dans le sud de la France, une petite maison isolée, avec un beau jardin, une vie de couple heureuse, sans histoire, bref, le bonheur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être une angoisse, un sentiment un peu pervers. J'ai imaginé que cette solitude pouvait nous mettre en danger et j'ai écrit cette histoire. Cela nous a aidés, je crois. Après le film, c'était carrément le paradis. Je n'aime pas revoir mes films, bien sûr. Mais cela m'est arrivé une fois ou deux avec La Traversée qui a beaucoup tourné ici et là. En le revoyant, j'ai eu l'impression que j'avais bénéficié d'une grande liberté sur la durée, son rythme. Et bon, il faut dire que j'étais mon propre producteur. Une liberté que l'on perd toujours un peu en passant au long métrage, ce qui a été mon cas. Mais une liberté que je crois avoir retrouvée avec mon dernier film, Louise en hiver. Mon film, en effet, selon moi, devait être beaucoup trop lent et trop maladroit pour le public nord-américain. Et puis j'ai ressenti une grande joie en découvrant que je m'étais trompé complètement, que je pouvais toucher les spectateurs avec des moyens simples, à condition d'être sincère. Cela m'a rendu plus confiant par la suite. Enfin, une confiance toute relative, j'ai toujours un petit peu le trac. Et donc voilà, c'était donc Jean-François Laguioni. On a entendu donc Stéphane Escher, Homeless Song, et juste après vous avez entendu Jean-François Laguioni. D'abord La Traversée de l'Atlantique à la rame, un petit moment qui est absolument sublime, film de 26 minutes qui raconte la traversée d'un couple aussi, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et la dernière le petit interview que vous avez entendu après est tiré du festival d'Ottawa. Jean-François Laguioni avait eu le Grand Prix à Ottawa. Pour le film, il avait aussi la Palme d'Or pour ce film-là aussi, et le César, film voilà qui a obtenu beaucoup de choses et qui explique un petit peu comment il a fait ce film et pourquoi il a fait ce film. Tiens, j'ai une première question pour mes trois invités qui sont autour de la table, Stéphane Dreyfus, Nicolas Thys, Pascal Ledieu. Vous allez me dire, vous vous rappelez de votre première rencontre, la vraie première rencontre avec Jean-François Laguioni, avec l'œuvre ou l'homme, j'en sais rien peut-être, mais en tout cas de Jean-François Laguioni. Vous vous rappelez comment vous l'avez vu, ce que vous avez vu et ce que vous avez pensé à l'époque? C'est une question piège, c'était pas prévu. Donc vous avez le droit en effet de... Là pour le coup je m'en Pascal. souviens, mais je m'en souviens, j'étais lecteur assidu de Starfix et ils ont fait beaucoup de textes ils ont vraiment défendu Gwen et ça m'a fasciné pendant des années, mais j'ai mis 20 ans à le voir, quoi. Et oui, ça a été une vraie découverte. Donc c'est d'abord par les écrits critiques de Starfix. Oui, voilà, de Starfix, comme ça que j'ai découvert son existence, et j'ai dû voir les courts-métrages un peu aussi, mais j'ai dû les voir finalement avant de voir Gwen, et là c'est vrai qu'on découvre un univers. Stéphane? Alors moi c'est plus récent, c'est avec Le Tableau, et donc je l'ai vu en fait en salle et j'avais énormément aimé, et après je l'ai revu en DVD avec des enfants des enfants plutôt adeptes de Star Wars et autres Harry Potter, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais qui étaient plutôt adeptes de blockbusters, de production, et qui regardaient peut-être plus beaucoup d'animation même, et qui ont été happés par le film, par ces toupins. Donc un moment un peu... oui, et ça m'avait surpris, et je m'étais rendu compte du coup de la force de l'imaginaire de Laguioni et de sa poésie qui comme ça vous happe et vous attrape et vous lâche plus. Nicolas? Moi, je pense que c'était je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'était un peu plus ancien que Le Tableau. J'avais peut-être déjà vu, je crois, à ce moment-là, L'île de Blackmore, qui m'avait pas marqué davantage que ça, j'avoue. Mais par contre, le premier film de Laguioni qui m'a vraiment marqué, captivé et surpris, c'était lors d'une projection à la Cinémathèque française
Programme jeunesse évidemment, puisque ils n'ont pas projeté avant assez longtemps la rétrospective de du Laguioni pour les programmes tout public, on va dire. Même si jeunesse c'est aussi tout public, mais bon, c'est quand même un peu spécifique. Et c'était la projection du film de son court-métrage Le Masque du Diable, qui m'a vraiment surpris. J'ai trouvé le film absolument envoûtant et captivant. Et ouais, pour moi, ça a été une révélation par rapport à Laguioni, et je crois que c'était vraiment le premier court-métrage que je voyais de lui aussi. Alors, Laguioni, c'est un phénomène un peu à part dans le monde de l'animation. On en a eu deux à un moment donné. René Laloux qui est malheureusement décédé trop tôt. Laguioni, c'est impressionnant. Plus d'une dizaine de courts-métrages. Là, il va en être bientôt à 7 longs métrages. Donc, c'est quelqu'un qui a une vraie œuvre. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu parlais de l'île de Blackmore, parce que je pense le film est d'autant plus intéressant dans son œuvre, cadré dans son œuvre, toujours le rapport au père, à la mère, enfin, la mère, donc MER, par contre, etc. Toutes ces choses-là. Et voir à quel point c'est assez rare. Donc, qui veut commencer à parler de ce programme de court-métrage? C'est rare de voir un programme de court-métrage sortir en salle. On sait bien à quel point c'est compliqué. Pascal, tu veux te lancer dans pourquoi les gens doivent absolument aller voir ce programme de court-métrage de Jean-François Laguioni? C'est un bon résumé de son œuvre. On retrouve ses sujets d'intérêt. En fait, le programme est coupé en 7 courts-métrages, dont 4 sont aussi réunis dans un programme à part qui s'appelle Ballet Masque. Et oui, il y a aussi une autre sélection qui comporte Le Masque du Diable, La Traversée de l'Atlantique, je crois, L'acteur et le Diable. Donc. Oui, et l'autre c'est la Demoiselle. Non, c'est la Demoiselle, la 4e. Et oui, l'idée de masques, de personnages qui se présentent sous une image ou dont l'apparence change. L'acteur, c'est vrai, on a un premier masque, puis un deuxième, et le prince dans Le Voyage du prince qui apparaît d'une manière, et puis en fait on se rend compte qu'il est différent. Il y a dans Gwen, c'est cette société de l'ombre qui se maquille, qui se met un masque avant d'aller lire leurs textes religieux, entre guillemets. Et donc, il y a pourquoi les voir. Donc déjà ça, les thématiques. Donc on a en effet, et notamment évidemment l'acteur Jean-François Laguioni voulait être acteur à la base, par peur de monter sur scène, il décide d'être décorateur, d'être etc. et d'être à l'extérieur. Et pourtant Dieu sait si c'est un formidable conteur. Je sais pas si c'est acteur, mais conteur. Stéphane, toi, ce programme de court-métrage, avant qu'on passe à Gwen et tout le reste, mais... Oui, effectivement, ça permet de revoir tous les thèmes qu'il a traités par la suite et peut-être rassemblés dans un film somme qui est Louise en hiver. Autant de thèmes qu'il va sans doute reprendre dans Slocum, qui s'annonce comme un film tout aussi personnel que Louise en hiver, ce qui est moins le cas du Voyage du prince. C'est un film, c'est un programme qui m'a frappé aussi par son humour. Je crois qu'il faut le redire, Laguioni, on dit tout le temps, c'est un poète, c'est très beau, cette poésie surréaliste, la mer, autant de thèmes qui reviennent très souvent. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'humour, c'est l'ironie. On parlait du Masque du Diable, ce film est vraiment très drôle. Le comédien, c'est également assez amusant. Avec ce petit clin d'œil final en plus. Cette espèce de comédien, la vanité, le temps qui passe, et puis la mort aussi quelque part, mais une façon aussi d'en rire de façon un peu aigre-douce, mais d'en rire à sa façon, un peu à la Oscar Wilde. Il y a un petit côté portrait de Dorian Gray. Donc moi, ça m'a vraiment frappé. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il faut absolument aller le voir, c'est-à-dire que c'est pas seulement une balade poétique à travers l'œuvre de Laguioni, c'est aussi un bon moment divertissant. Est-ce qu'on a aussi quand même on parlait de ça, mais l'ironie et l'humour, par exemple, on l'a entendu dans l'extrait La Traversée l'Atlantique à la rame, qui est donc 26 minutes qui raconte l'histoire d'un couple où ils vont s'engueuler, ils vont faire, et à la fin ils commencent à regarder finalement ce qui est autour d'eux, et qui montre aussi comment Jean-François Laguioni
comprend les faiblesses, les richesses évidemment de l'être humain, puisque là dans ce couple en effet qui ne pense qu'à eux, finalement ne regarde pas à l'extérieur pour peut-être mieux penser à eux, et je trouve que je sais pas, mais cette ironie et ce jeu finalement nous montre aussi, et Jean-François Guené est quelqu'un qui comprend la psychologie humaine de manière, je trouve, assez incroyable. Oui, tout à fait, oui. Dans ce film-là, aussi dans Une bombe par hasard, qui est très drôle, c'est une fable vacharde, c'est contre les Philistins, comme disait Brassens, les gens à la fois couards, mais en même temps dès qu'on touche à leur propriété, à l'argent, aux biens, s'insurgent et reprennent le contrôle de leur ville pour mieux y laisser leur peau. Non, il y a vraiment, oui, et puis c'est l'Arche de Noé aussi, c'est très amusant quand même, c'est une espèce d'ermite, on ne sait pas si c'est vraiment Noé qui est resté là ou qui apprend le déluge en écoutant le bulletin météo, enfin c'est quand même très drôle. Et puis ces scientifiques qui s'en vont en laissant derrière eux la jeune femme sans se soucier de son sort, enfin ils sont pour le moins pas très galants, enfin bon, la galanterie c'est quelque chose qui est décrié aujourd'hui, y compris par les féministes, mais voilà, il y a des choses quand même très amusantes. Enfin, vraiment, ils s'amusent aussi avec ces mythes, l'Arche de Noé, ils s'amusent avec ça. C'est un conteur, et c'est le cas dans Le Voyage du Prince. Il pose un regard toujours désabusé par rapport aux choses, par rapport aux mythes et par rapport à l'actualité, à la réalité. Nicolas, le mot désabusé t'a fait réagir positivement, enfin, oui. Ouais, non, mais je pense que Jean-François Laguioni, en fait, d'une certaine façon, si on remonte 65 ans en arrière dans une espèce de théorie critique qui aujourd'hui n'a plus trop le vent en poupe, qui était la politique des auteurs, selon la politique des auteurs, on pourrait dire que Jean-François Laguioni est un véritable auteur. Et je pense que c'est vraiment sa force. Par rapport, et c'est même peut-être l'un des plus importants auteurs qu'on peut avoir aujourd'hui dans le milieu du cinéma de manière générale, c'est-à-dire que rien qu'avec ses courts-métrages, c'est-à-dire que évidemment ça prend une autre ampleur, ça s'amplifie et ça perdure avec ses longs-métrages, mais je pense que s'il avait fait rien que tous ses courts-métrages, on aurait déjà eu cette idée-là, c'est-à-dire que la manière dont il va mettre en scène certains éléments, et évidemment notamment la mer dont on parle, etc., et d'autres choses aussi, la manière dont il va utiliser certains éléments particuliers dans ses films, toute cette mise en place, toute cette mise en scène, justement, c'est un véritable metteur en scène. Il y a quelque chose, justement, qu'on va retrouver. Il y a vraiment une puissance de conteur, comme tu disais, aussi, qui est mise en place. Et le plus surprenant, alors là, c'est justement peut-être le court-métrage qui manque dans la sélection, ce qui est compréhensible et ce qui est dommage, c'est Une plage privée. Et rien que dans ce film-là, qui est un film en prise de vue réelle, on retrouve encore ces mêmes éléments qu'il met en scène dans ces films d'animation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que peu importe la technique finalement, peu importe la forme que les films vont prendre, on retrouve clairement Jean-François Laguioni de film en film. Il prend une espèce d'amplitude, voilà, qui va peut-être culminer une première fois avec Gwen et une deuxième fois avec Louise en hiver aussi, mais malgré tout, même avec tous ces autres longs métrages, on retrouve Jean-François Laguioni et on retrouve véritablement l'homme, toutes ses thématiques, tout ce qui peut le hanter, tout ce qu'il va avoir envie de mettre, et puis d'une certaine façon, un peu sa personnalité, quelque chose qui peut être à la fois doux, un peu ironique, un peu désabusé aussi, complètement, et énormément d'autres éléments comme ça. Il y a un grand travail sur le hors-champ chez Jean-François Laguioni qui, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme toujours chez un auteur, c'est cette idée que dans Slocum, on en reparlera enfin, c'est son beau-père qui va donc construire ce bateau qui ne naviguera jamais pour une mer qu'il ne verra peut-être jamais, etc. Il y a quelque chose qu'on ne voit jamais, qu'on ne verra jamais. Et quand je parle de hors-champ, je trouve souvent qu'il joue à la traversée de l'Atlantique est un très beau travail là-dessus, où on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il serre énormément le cadre sur nos deux personnages. Et pourtant, ils sont en plein milieu de la mer. On pourrait croire justement que dans ces autres films, il va nous montrer. Et je trouve qu'il y a une mise en scène qui est assez étonnante et peut-être que c'est dû aussi à ce qu'il appelle ses storyboards sauvages, ces fameux storyboards où il décide de dessiner d'abord
et de cadrer ensuite, et non pas de faire comme ce que font beaucoup de réalisateurs, c'est-à-dire faire dans la case de storyboard finalement sa mise en scène. Je sais pas, Nicolas, Alors moi, par rapport à cette question du hors-champ, il y a quelque chose que je trouve assez amusant justement par rapport à un autre long métrage, c'est d'une certaine façon, je trouve qu'on retrouve ça un petit peu complètement remis en scène et de manière assez, là aussi, assez amusante à la fin du tableau, où en fait finalement dans le tableau on a tous ces personnages qui luttent pour avoir le dessin fini, pas fini, etc. justement avec toute cette thématique là où ils vont sortir du tableau, etc. Et justement, on peine à voir le hors-champ avec le peintre, etc. Et quand ils sortent enfin de la maison, on retrouve l'univers en prise de vue réelle qui se confond avec l'animation et les deux s'entremêlent. Et en plus, finalement, le hors-champ du peintre, c'est un peu Jean-François Laguioni lui-même qui se met en scène. Donc là, qui devient acteur finalement. C'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, ça reste à mon avis l'une des premières fois avec une énorme barbe. Et il se met en scène en train de peindre. Et le pire, c'est qu'il est dans un champ en train de peindre la mer. Et c'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ces éléments un petit peu ambigus et ces éléments de hors-champ qui rentrent finalement un petit peu dans le champ par moment, mais d'une manière complètement inattendue aussi. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais qui est peut-être, par exemple, qu'il y a dans l'Arche de Noé, il y a cette espèce de jeu sur le temps, ce moment où le personnage va mettre dans la bouteille le bateau. Et ça fait plomb. Enfin, c'est d'un seul coup, c'est-à-dire que il y a pas d'ellipse, mais il y a quelque chose de toujours de jeu sur le temps qu'on retrouve évidemment dans l'Arche de Noé. Stéphane, ça c'est quelque chose aussi. Les thématiques, on a parlé d'humour, tu t'en parlais, mais il y a aussi des thématiques assez fortes. Comme le temps, encore une fois, comme la mort, tu l'as dit, enfin ce genre de choses. Oui, le temps, la mémoire. Après, c'est peut-être des choses qui sont plus dans Louise en hiver. Qu'est-ce qui m'avait frappé effectivement, la mer, le passage aussi très souvent, le passage d'un monde à l'autre. On a cette idée vraiment d'un passage de la réalité à la fiction ou d'une forme de dure réalité ou de dur réel à du fantastique, du merveilleux. Et souvent, on a cette idée aussi de division du monde en deux catégories, dans Potre, la jeune fille, il y a cette communication cette idylle entre cette sirène et le marin. Dans la traversée de l'Atlantique à la rame, il y a l'idée de rejoindre l'autre rive. Enfin, et puis dans le film qui va sortir bientôt, Le Voyage du Prince, il y a encore la reprise de cette idée qui était dans Le Château des Singes, d'un monde d'en haut, d'un monde d'en bas, de mondes séparés qui n'ont pas forcément conscience les uns des autres et au contraire justement ils ont tendance à se penser le nombril du monde et à être un peu ethnocentré. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est très forte chez lui, outre effectivement la mer et d'autres thèmes, le masque, les faux semblants, qui est très fort dans ce programme. Avec plusieurs, il le dit d'ailleurs dans le dossier de presse, qu'il est frappé lui-même par la présence de ces masques et de ces jeux de faux semblants. On n'a pas parlé, mais Nicolas, tu voulais réagir là-dessus juste ? Je pense aussi qu'un autre thème important chez Laguioni, c'est peut-être aussi le thème de la solitude, qui revient beaucoup et qui est assez présent, voire même d'une certaine forme de solitude assez particulière, parce que finalement, être seul, dans la traversée de l'Atlantique à rame, il y a une espèce de solitude à deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on est coupé du monde à un moment ou à un autre, que ce soit seul, à deux, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement, jusqu'à justement aussi Louise en hiver, voire même Le Voyage du Prince, où on a quand même ce singe qui quitte, qui part de chez lui, qui arrive dans un autre monde où il se retrouve seul, même parmi tout un autre nouvel univers qu'il doit apprendre à découvrir, mais qu'il rejette, et on a toujours cette thématique-là. C'est là où finalement on a un auteur dont on parlait, tu parlais de politique des auteurs, on a un véritable auteur, c'est que c'est quelqu'un qui se met, on a l'impression dans son film, on a l'impression que quand on connaît un tout petit peu, on a eu la chance ou de l'interviewer et de le voir, de presque retrouver Jean-François Laguioni finalement dans son cinéma, et comme disait Louise, c'est aussi un peu Louis, c'est un peu Louis, pardon, c'est un peu lui aussi bien évidemment, juste Pascal, et on n'a pas parlé aussi d'un film qui mélange tout ça, et qui dès son premier film, c'est là aussi un auteur se retrouve, c'est La Demoiselle et le violoncelliste, ou des 64, il y a tout, il y a la mer en haut, la femme enfin et l'homme. Il y a la musique.
Oui. Et bien sûr la musique. C'est juste autre chose. Stéphane et après chipe Pascal. la parole. Vraiment, la musique comme la mer sont des puissants ressorts dramatiques chez lui, dramatiques et oniriques, avec cette idée vraiment que chaque musique va apporter une chose différente. Lorsque je l'avais interviewé pour Louise en hiver, il insistait beaucoup là-dessus, sur la musique et la couleur de la peinture. Et les accords en musique et couleur, il dit sur telle couleur on peut pas mettre n'importe quoi, et sur telle musique on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe quelle couleur. Et donc vraiment il y a cette idée de couleur musicale et de couleur chromatique qui est très forte et qu'on retrouve dans son tout premier court-métrage. Et il parle comme ça avec ses musiciens souvent, en disant je veux du rouge, je veux des choses comme ça, et il disait que c'était comme ça qu'il travaillait. Pascal, un dernier mot sur ce programme de court-métrage? Oui, alors c'est peut-être moins présent sur les courts-métrages, mais il y a aussi la question de la sagesse et de l'âge. Souvent dans ces films, ce qui ressort, c'est qu'il n'est pas besoin d'être âgés pour avoir de la sagesse, et surtout les vieux dans ces films des fois sont à côté de la plaque. Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter juste un petit extrait justement de Gwen. On va recevoir nos deux derniers invités qui viennent d'arriver, qui est je vais y arriver, pardon, l'extrait 5, s'il te plaît Nicolas, et on revient juste après pour recevoir Marie-Pauline et pour parler de Gwen de Jean-François Léguigny. On écoute. Un mauvais signe? Non, ce sont des choses qui n'existent pas. Mais ça existe puisqu'on les voit. Ça existe et ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien voilà ce qui s'est passé. Quand l'homme s'est dit que les dieux avaient quitté ce monde, il a levé les yeux et s'est mis à crier. Je suis tout seul dans l'univers. Tout seul dans l'univers. Et tous criaient ainsi, les uns à côté des autres, car ils étaient nombreux les hommes en ce temps-là. Alors ils ont inventé ces lumières qui leur faisaient croire que le ciel était encore habité. Depuis, elles continuent leur course apparente, et quand l'homme aura totalement disparu, elles continueront peut-être à danser pour lui, comme ça, sans raison. Donc la superbe voix pour leur demander en effet de Michel Robin, grand acteur évidemment, grand acteur aussi qu'on retrouve notamment. Évidemment, c'est juste au moment où j'en parle, c'était cette série des Jim Henson que j'adore en plus. Fraggle Rock, voilà, tout à fait, qu'on trouvait dans Fraggle Rock notamment. Gwen, c'est un film complètement à part, c'est un film complètement fou, c'est un film qui va sortir 84, c'est ça ? Si je dis pas de bêtises, 84, c'est un film que Jean-François Léguigny... D'abord, bonjour à Marie-Pauline Mollaret, pardon. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Marie-Pauline qui est arrivée, donc ce membre de l'équipe dont je parlais, d'ailleurs, je faisais la petite introduction tout à l'heure. Donc Marie-Pauline est là, avec Swan, c'est ça ? Avec Swan, exactement. Bonjour Swan. Voilà, il est plus timide que son frère qui était... Swan se cache à la bouche. Voilà, mais il nous dira bonjour tout à l'heure, il n'y a pas de problème. On a le temps de manger des bonbons. Et puis de manière peut-être un peu intempestive. Ouais, c'est pas grave, il est là pour ça. Donc, Gwen, c'est un film assez particulier qui... c'est Jean-François Léguigny qui va le faire. Ils sont un tout petit groupe dans les Cévennes, la fabrique, c'est là qu'ils créent ce moment-là aussi. Et d'un seul coup, il se lance à faire ce film complètement fou. Lancé, Jean-François Léguigny, j'adore quand il raconte cette histoire, quand il fait la première à France 2 à l'époque du film, et que la lumière se rallume et qu'en fait tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là, qu'ils mettent pendant 3 semaines à peu près sur les Champs-Élysées. Il sort dans 2-3 salles. Le film évidemment va pas marcher distribué de cette manière-là par France 2 à l'époque. C'est un film qui est absolument fou, je trouve, en tout cas, qui trouve encore plein d'échos par rapport au jeu, qui veut tenter de résumer, faire un petit résumé pour les gens, parce que moi je papa. Allez, Marie-Pauline.
Alors, déjà, merci de m'avoir attendu pour parler, parce que c'est un peu mon film préféré de Jean-François Laguilloni. Donc, pour résumer l'histoire, c'est pas forcément simple, mais je dirais que ça se passe dans une espèce de futur post-apocalyptique, où on nous explique dès le début, dans une voix off absolument sublimissime, que les dieux sont partis, et que donc les hommes se retrouvent un peu tout seuls. Donc, on est au milieu du désert. Il y a une créature inquiétante qui rôde, qui les oblige à se cacher. Et suite à des circonstances que je ne vais pas vous révéler non plus, deux des personnages sont amenés à faire un très long périple pour aller au pays des morts. Alors, pareil, on retrouve les thèmes. On a parlé un tout petit peu avant des courts-métrages. On retrouve des thèmes. Tu parlais de la sagesse et des personnages. Là, c'est dans Gwen. Ah oui, là, oui, c'est... On a vraiment ça, Pascal. Oui, il y a ce personnage de... Elle a 173 ans qui accompagne cette jeune fille dans cette traversée pour rejoindre le pays des morts. Et en fait, ce sont des personnages qui sont marqués aussi par la peur de l'inconnu et qui se retrouvent dans qui ne comprennent pas, en fait, qui ont un peu de mal à saisir l'univers dans lequel ils sont. Et c'est ce personnage de jeune fille qui a la curiosité de découvrir, d'aller vers l'autre. Elle est adolescente, elle a une petite quinzaine d'années, je crois. Mm-hmm. Et donc, elle vient d'ailleurs déjà. Déjà. En fait, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à cette petite communauté qui vit hyper repliée sur eux-mêmes. En tout cas, ce qu'on en comprend, c'est qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle a pas l'habitude de se cacher. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçue et que du coup... Stéphane, est-ce qu'il tient toujours Gwen aujourd'hui, 35 ans après toi, pour toi? Moi, je serais moins enthousiaste. Effectivement, je trouve que c'est un film d'une grande qualité technique, d'une fluidité incroyable dans l'animation, d'une grande force visuelle. Encore aujourd'hui, 35 ans plus tard. Après, je trouve que c'est un film qui souffre un peu de la comparaison avec un autre grand film de l'époque, enfin si on peut dire, de quelques années auparavant, de La Planète Sauvage. Je trouve que les thèmes sont un peu similaires. Enfin, c'est pas exactement la même chose, évidemment. Cette espèce de film de science-fiction, finalement, sur les hommes et leur folie, sur les croyances, sur le deux mondes qui se regardent et qui ne se comprennent pas. Et je trouve que c'est drôle. Il y a un aspect allégorique, une allégorie qui est assez drôle sur la société de consommation, puisque, alors je ne vais pas dévoiler le twist, si je puis dire, l'élément comique du scénario qui explique en quoi croient des personnages qui dominent ce monde post-apocalyptique, mais il y a une véritable critique de la société de consommation, mais de façon pareil, assez désabusée, sans être non plus c'est pas Extinction Rébellion, voilà, et ni La Planète Sauvage d'ailleurs, dans son côté assez radical et plus subversif. Nicolas, t'avais l'air de pas être d'accord. T'as bougé la tête quand il y a eu l'opposition Planète Sauvage. Gwen, t'as un peu bougé la tête. Ouais, c'est vrai que, disons que je trouve que les deux films sont quand même particulièrement différents. C'est vrai que je ne voyais pas le rapprochement entre les deux. Pour moi, à la limite, il pourrait être une espèce de complémentarité de l'un de l'autre plutôt que d'une opposition de l'un de l'autre. Et en fait, pour moi, je ne voyais pas trop pourquoi Gwen souffrait vraiment de la comparaison avec celui-là. Justement, je trouve que Gwen, pour moi, fonctionne particulièrement bien aujourd'hui, et notamment pour une raison toute simple, et justement peut-être par rapport à La Planète Sauvage, que je trouve vraiment génial et qui est justement pour moi assez différent par rapport à ça, c'est par rapport à son minimalisme, on va dire. Et j'ai l'impression que les œuvres, peut-être que là je me trompe, mais que les œuvres minimalistes ont tendance justement à
pouvoir perdurer plus longtemps que les autres parce que justement elle ne garde pas un style véritablement propre à une époque, et lui n'est pas un film que moi je date véritablement des années 80 littéralement, mais que je pourrais facilement dater, on va dire, des années 70, 80, 90, 2000, 2010 sans aucun problème, et je pense que ça fonctionne particulièrement bien encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas intéressant justement, et tous les quatre, c'est qu'on a finalement, souvent on parle du cinéma d'animation, ce qu'on fait assez peu sur le cinéma de prise de vue continue, comme si ça englobait beaucoup de choses. On a tout simplement deux cinémas assez différent entre René Laloux et Jean-François Laguenet. On a quelqu'un qui est peut-être un combattant, quelqu'un qui a envie, qui est René Laloux. On sent, j'ai pas connu, mais on sent bien le personnage, on imagine bien, il prend Topor pour La Planète Sauvage, il va changer en plus lui à chaque fois, c'est un réalisateur, c'est pas un illustrateur, il va changer à chaque fois d'illustrateur, et on sent quelqu'un de vindicatif. Et puis il prend aussi un auteur assez particulier au niveau de la science-fiction française pour pouvoir adapter. Tout à fait, qui est Stéphane Vull, ouais, je sais pas comment jamais prononcer son nom, mais oui. voilà. Alors qu'on a quelqu'un, moi je trouve, on parlait désabusé tout à l'heure par rapport à Jean-François Laguenet, je trouve que ça lui va assez bien. En tout cas, pas un désabusé pessimiste, juste c'est quelqu'un qui regarde le monde et qui croit pas tellement aux choses, mais qui avance quand même dans ce monde-là et qui essaie de nous le montrer d'une certaine manière. Tu voulais réagir, Marie-Pauline, par rapport à c'est ton film préféré par rapport à ce qu'a dit Stéphane? Ils sont en face l'un de l'autre. J'avoue que j'avais pas pensé non plus à la comparaison avec le film de René Laloux, que j'aime beaucoup aussi, mais là, dans le film de Jean-François Laguenet, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, pour lui, c'est vivement la fin de l'ère des objets, donc vivement la fin de l'époque dans laquelle on est toujours, et vivement l'ère de l'être humain, tout simplement. Enfin, je trouve ce truc où il en revient aux fondamentaux. Et justement, tu disais désabusé, mais finalement, il y croit encore. Il croit encore que l'être humain, à cette époque-là, il croit encore que l'être humain peut être la solution, peut se suffire à lui-même et peut changer les choses. J'ai l'impression que c'est plus le cas maintenant, en fait. Est-ce qu'on peut pas retrouver ça dans Louise, quand même, quelque part, où il y a un côté, elle a envie d'y croire, elle est très bien toute seule, et à la fois, dès que les gens reviennent... Oui, je pensais plus au dernier, en fait. Ouais. Je pensais plus au Voyage du Prince, où on a quand même l'impression que les êtres humains sont tellement désespérants, tellement mesquins et tellement petits que... Ouais, que là, il y croit plus dans Contrôle. J'ai pas vu le Voyage du Prince, donc c'est vrai que je pourrais pas. Et dans Louise en hiver, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Louise en hiver, Louise dans Louise en hiver revient vraiment sur son passé, mais son futur, elle en a à peine un en fait finalement elle-même, on a l'impression. On voit au début qu'il y a quelque chose qui reprend, elle est là tranquillement, mais dans tout le film, on a quelqu'un qui reste seul, qui fait un retour sur elle-même, qui repense à son passé, qui essaie de se souvenir, qui a oublié énormément de choses, et finalement le futur qu'elle a, il est quasiment invisible et impossible, et elle tente même à un moment de se suicider, ce qui est quand même assez impressionnant, on va dire, pour un film d'animation comme ça. On voit pas souvent ça dans du long métrage d'animation. Et quand elle revient, finalement, les choses reprennent un petit peu. Mais comment, pourquoi, jusque quand? Pascal, allez, Stéphane a un dernier mot, et puis Pascal a un dernier mot sur Gwen. Non, mais moi je comparais les deux films parce qu'effectivement, ce sont deux allégories politiques qui veulent porter un message sur la société telle qu'on la connaît. Je trouve que c'est daté parce que la référence que je ne peux pas dévoiler parce que ça serait divulgacher et gâcher le plaisir des spectateurs qui le verront en salle, mais elle-même est assez datée. Or, il n'y a pas ce type de défaut dans La Planète Sauvage qui reste un film assez intemporel et y compris visuellement, qui reste vraiment très fort. C'est peut-être la force des dessins de la direction graphique de Roland Topor. Mais je trouve que voilà, c'est dans le registre allégorie politique qui veut parler de l'humain, de la société, qui parle de l'humain, comme le disait très justement Marie-Pauline. Je trouve que c'est un film qui est un peu daté, y compris visuellement. Mais je trouve presque intéressant justement. Alors c'est intéressant parce que, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant finalement l'idée de cinéma, c'est que je trouve ça intéressant parce qu'il soit daté 70s. Il y a même un côté un peu psychédélique, très 70s, qui est un peu moins. Et je trouve que finalement le fait qu'il soit énormément daté, qu'on soit toujours aujourd'hui dans cette même société, que finalement quand on va sortir, ça m'est pas toujours de voir quand on dit ah là là, mais on détruit l'Amazonie, etc., et qu'on voit des vieux films d'il y a 40 ans, et c'est-à-dire qu'on avait déjà ces mêmes problèmes écologiques il y a 40 ans, il y a 50 ans, qui prennent plus d'espace aujourd'hui, mais qui avaient toujours la même chose. Je trouve ça assez fort de voir qu'il y a encore ça, et en plus avec un style qui est en effet purement 70s, enfin bon, il y a tellement de choses dans le film qui sont délirantes, ces perspectives faussées, etc. dans le film. Un dernier mot.
Pascal, sur Gwen, je vous rappelle, on n'a pas dit, le film est ressorti depuis le 2 octobre, foncez voir, et puis profitez-en, Jean-François Laguilloni est un peu partout en France en ce moment, et alors là, s'il y a bien quelque chose, on en reparlera un petit peu après, c'est quelqu'un d'absolument fascinant à entendre parler en plus. Donc, pardon, Pascal. Oui, et puis dans Gwen, il y a aussi une sensualité dans une très belle séquence qui, là justement, c'est là où où on sent l'espoir, l'envie, il y a encore des personnages qui s'aiment, alors que les autres autour d'eux semblent être éteints, cette religion qu'on découvre, on est dans un bureau à la Brésil, enfin c'est vraiment sinistre, mais il y a aussi encore des personnages qui sont vivants, qui sont étranges, mais qui sont vivants, enfin qui ont un mystère, quoi. On va vous reparler peut-être un peu, on va parler du Voyage du Prince, on parlera si vous voulez de Gwen encore, et on parlera pour ceux qui ont eu la chance de voir un tout petit bout de Slocum, de cette animatique absolument incroyable, notamment qui est passée à Fontevraud. On va parler de tout ça juste après une pause, bien évidemment. C'est pas parce qu'on a une équipe qu'on est moins en retard. C'est Nicolas qui va nous parler très rapidement, mais qui va nous parler de 3 coups de cœur du dernier Cartoon Forum. Donc peut-être des séries qu'on verra peut-être un jour. C'est ça, voilà. Donc le Cartoon Forum, simplement pour rappeler en vitesse, a eu lieu à Toulouse, et en fait c'est des pitchs de projets de séries télé d'animation essentiellement européennes. Et il y en a 3, donc je vais retenir. 3 qui ont vraiment été, à mon avis, assez marquantes et dont j'espère qu'elles arriveront à se faire, ce qui n'est pas sûr du tout, au moins pour 2 d'entre elles. La première série, c'est une série qui est parfaite pour Radio Libertaire aussi, qui s'appelle Lutte, qui est faite par les films du Tambour de Soie et Foliascope, qui ont d'ailleurs commencé par annoncer la bonne nouvelle que le prochain film d'Alain Huguetto, donc Interdit aux chiens et aux Italiens, se fera et a eu des financements. Il entre en production ces jours-ci, apparemment. Excellent nouvelle du réalisateur de Jasmine, voilà. Fabuleux Jasmine. Et donc là, leur série s'appelle Lutte. Ce serait un 3x52 minutes, dont le premier épisode est en fait une adaptation d'une bande dessinée, d'un roman graphique de Laurent Galandon sur la lutte au sein de l'usine LIP dans les années 70. C'est-à-dire, ça a été une énorme grève avec un énorme mouvement social qui a duré pendant presque 1 an, où il y a eu ce qu'on a appelé le trésor de guerre. Donc les employés se sont servis parmi les montres pour les revendre pour pouvoir subsister pendant l'année en question. Et il y a eu énormément, ça a été un début de lutte sociale assez importante, une usine finalement a réussi à perdurer, à rouvrir, etc. Ça a été un énorme succès. Et le film, les 52 minutes, devrait suivre donc le personnage de Solange, donc une femme qui au début n'est pas politisée et qui se politise petit à petit, et qui a un jeune enfant. Et le deuxième épisode, qui viendra 25 ans après, met en scène là l'enfant qui n'a pas suivi les traces de sa mère et qui est devenu pas directeur, mais quelque chose comme ça, d'une usine à Vilvoorde, donc autre grand mouvement social avec l'usine Renault en 97, là qui a fermé, qui mettait des gens en scène, Carlos Ghosn et puis Louis Schweitzer, qui avait été condamné un petit peu d'ailleurs à la fin de cette histoire, et qui là est plutôt la descente aux enfers de la lutte sociale et la fin quasiment d'un énorme mouvement de lutte sociale qui n'a pas trop fonctionné. Et le troisième épisode devrait mettre en scène les deux, donc la mère et le fils, qui vont se retrouver au moment de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et donc là aussi montrer un nouvel épisode, on va dire, des luttes sociales actives encore aujourd'hui. Donc on est vraiment dans, comme le titre le dit, les luttes. 2 autres séries télé. 2 autres séries, donc. L'autre, c'est Doppelganger de Louise Caillé, que je trouve absolument génial et dont je rêverais vraiment qu'elle se fasse. Ça serait très bien, oui. Voilà. Donc là, c'est plutôt 9 fois 10 minutes. On pourrait presque voir un long métrage de 90 minutes par rapport à ça, avec des gens dans un petit village qui voient arriver à un moment donné leur double. C'est assez particulier. Le style, moi, me fait penser au style de Greco Buffa, notamment. Et ça donne vraiment très envie. Et donc pour aller très vite encore, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, la dernière série, Some of Us. Alors Some of Us, c'est une série qui est produite par Bashi Bouzouk, qui devrait, si tout va bien, sortir, être diffusée à la télévision pendant les prochains Jeux Olympiques en 2020, et dont l'animation, parce que c'est mélange prise de vue réelle et animation, sera faite par Jean-Charles Mboti-Malolo. Et en fait, c'est pour parler de personnalités importantes du monde du sport, et notamment qui ont subi des discriminations.
Donc on verra par exemple mettre en scène un sportif par épisode avec à chaque fois images d'archives, interviews et animation qui permettra d'entrer dans la psychologie des personnages, où on aura le coming out de Gareth Thomas pour le rugby, ou alors par exemple Nantenine Keita qui est la fille du chanteur Salif Keita, qui elle est une coureuse qui est albinos et malvoyante, ou alors pour un sujet qui est très contemporain, Zeina Nassar qui est une boxeuse allemande qui militait pour qu'on pouvoir porter le voile lors de ses combats. Voilà. Donc c'est ça pour celle-ci devrait être faite par contre a priori. Ouais, celle-là normalement devrait être faite. Le premier épisode sur Gareth Thomas existe déjà, tout a été prévu et c'est coproduit par plusieurs pays avec énormément de chaînes qui ont déjà acheté les droits. Donc logiquement, si tout va bien, elle sortira en juin. Ok, ça fait pas rire Swan, c'est pas le sujet, c'est juste que il joue avec Nicolas qui est de l'autre côté, notre réalisateur, et non pas le sujet, faut pas croire, qui fait rire Swan, bien évidemment. Donc on va passer parce que la bande-annonce fait 2 minutes du Voyage des Princes, donc on va pas passer. Gwen, on en a pas parlé, c'est plutôt bien. Ça fait 1 heure qu'on parle de Jean-François Légueny, on n'a jamais parlé de technique, ce qui est plutôt bien, ce qui prouve évidemment que l'animation est au-delà de ses techniques. Mais Gwen a évidemment une technique qui est forte, qui est la technique papier découpé qu'utilise Jean-François Légueny dans quasiment tous ses courts-métrages, et à partir du Château des Singes, Jean-François Légueny va passer évidemment aussi pour une raison économique à autre chose, c'est Lulot pour le Château des Singes, et puis petit à petit on va passer à l'ordinateur et un travail sur l'ordinateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui moi je trouvais plutôt réussi dans Louise en hiver, en tout cas qui fonctionne dans Louise en hiver, on parlait, c'est vrai qu'on va pas réduire à la poésie le cinéma de Jean-François Légueny, mais tant il y a une force poétique quand même, en tout cas dans l'idée de raconter cette histoire de cette dame comme ça, vieille dame abandonnée seule sur la plage. Il fait de nouveaux longs métrages pour Jean-François Légueny qui, loin de se reposer, au contraire, enchaîne énormément. Le Voyage du Prince, qui est la suite du Château des Singes, et Slocum. Le Voyage du Prince, vous êtes 4 a priori à l'avoir vu. Il était en séance en plus spéciale au Festival d'Annecy. C'est réalisé avec Xavier Picard, qui avait réalisé juste avant ça Les Moomins, un épisode plutôt réussi des Moomins d'ailleurs. Alors c'est bien cette suite. Le Château des Singes, j'avais pas accroché tout le monde, ça veut dire que ça venait après Gwen, 15 ans, c'était un peu, etc. Voyage du Prince, Nicolas. Alors déjà, c'est pas exactement une suite, et lui-même dit que son film n'est pas une suite, c'est plus à la limite un spin-off où on va reprendre un personnage qui quitte, on va dire plus ou moins de manière forcée quand même, son île, et qui arrive sur une autre île dans laquelle les gens pensent qu'il n'y a rien en dehors de chez eux. Donc là déjà, c'est quand même aussi il découvre donc un nouveau singe qui arrive. Moi, je trouve le film assez réussi. C'est vraiment, on retrouve Jean-François Légueny, on retrouve vraiment les thématiques encore de Jean-François Légueny. Je me demande juste à quel point, au niveau de la réalisation et au niveau vraiment de la manière dont il a fabriqué le film, à quel point c'est un film de Jean-François Légueny, parce que je pense que ça l'est d'un point de vue du scénario, du thème, etc. Moi, j'ai plus l'impression peut-être quand même que ça reste un film de Xavier Picard, mais ce qui est tout à fait très bien. J'avais beaucoup aimé Les Moumines aussi sur la rivière. Presque plus un scénario, on va dire, histoire. Pascal, toi, t'en as pensé quoi du Voyage du Prince ? Oui, j'aime beaucoup aussi. Comme tu dis, on retrouve ces thématiques, on retrouve l'idée d'une intrusion dans une culture d'un autre personnage, il y a un vrai choc, et comment ce personnage qui s'invite dans un autre univers, ou qui est invité dans un autre univers, est un élément perturbateur. Là, dans son cas, il observe, plus qu'il est observé presque, comment des chercheurs l'examinent pour savoir, ils sont prêts à le disséquer quasiment, et finalement, petit à petit, il les apprivoise, mais il y a quand même une peur qui est toujours là. C'est des choses qu'on retrouve. C'est pas si loin que ça de Gwen dans la confrontation, en fait. Et surtout quand après il se retrouve devant une assemblée des fameux sages qui sont des gens en fait pétrifiés de peur en face de l'inconnu, et là il réagit de cette manière comme ils attendent qu'ils réagissent, et donc qui sont les mêmes vieux sages que ceux de Gwen d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment la même attitude, c'est même pire, oui, les mêmes certitudes. Ouais, c'est même presque pire, parce que les autres ont une sorte d'inconscience, alors que là on retrouve une sorte de vacuité de l'homme politique qui a moins dans Gwen. Gwen, c'est plus une sorte de secte.
Avec cet élément qui est assez amusant justement par rapport à ça, c'est que au final, il y a aussi une opposition avec un monde du haut, avec des gens qui seraient presque des hippies, des philosophes comme il dit, donc par rapport aux scientifiques, mais les uns et les autres vont être critiqués l'un comme l'autre. C'est-à-dire que n'importe quel type de société, on va dire, tous les types de sociétés ne marchent plus, aucun ne fonctionne. On a l'impression d'en parler. Ne conviennent en tout cas au prince. Au prince, ouais. On en parlait un tout petit peu avec Pascal en disant qu'on avait l'impression que la Guinée avait peur des certitudes, et même quand il parle, même quand l'interview, on a un peu l'impression, je sais que je l'avais eu au Piaf et des gens pensaient que c'était de l'espèce de fausse modestie, alors qu'en fait on a toujours l'impression qu'il se méfie d'un seul coup de toute certitude, aussi bien technique 2D, 3D, il dit oh là là, moi j'essaye juste de faire les choses, et on a vraiment cette impression là. Pauline. Dans le film, parce que les personnages ont tous des certitudes, justement, ceux qui recueillent le prince, ils ont des certitudes qui sont des œillères. C'est vraiment un pamphlet contre le repli sur soi, la peur de l'autre, la peur de ce qui vient vraiment chez vous déranger, et presque jusqu'au point de nier l'évidence, puisque finalement il est là, il est quand même la preuve vivante qu'il vient d'ailleurs, mais non, ils vont par tous les moyens essayer de nier qu'il puisse venir d'ailleurs. Ce qui est, qui pour moi un peu effectivement cette manière d'être tellement arc-bouté à ses certitudes qu'on en vient à être totalement aveuglé. Ouais. À vous entendre, j'ai l'impression que le film est mieux mené c'est peut-être une critique que Château des Singes. En tout cas, il y a un fond plus fort que le Château des Singes, même s'il y avait déjà un fond intéressant dans le Château des Singes. Pascal et après Stéphane. Je trouvais le Château des Singes plus conventionnel dans mon souvenir. J'ai pas revu depuis longtemps, mais je le trouvais plus classique, alors que c'est une histoire bien racontée, une bonne histoire d'aventure, avec aussi des thèmes profonds. Mais ça m'avait pas plus touché que ça en fait. Et le voyage du prince m'a bouleversé. Enfin, je trouve ça, il y a une vraie force sur le côté, pour dire vite testamentaire, mais surtout pas. Voilà, non, mais c'est dans ce personnage du prince qui en plus lui pour le coup n'abandonne pas en fait. Quand la fin est ouverte, on ne sait. Moi, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit c'est basta. Faut pas trop dire non plus. Mais le film sort quand ? Voilà, en décembre. Début décembre. Début décembre, donc on va attendre quand même un peu les spectatrices. J'essaye d'être flou, les vagues, mais c'est compliqué. Stéphane. Vous avez de temps à autre Swan qui parle, c'est normal. Il a raison de s'exprimer aussi un petit peu. Tout à fait honnête, je n'ai jamais vu le Château des Singes, mais je compte bien le voir avant la sortie du film. En revanche, il y a une dimension qui était peut-être pas forcément trop présente ou moins présente dans ces autres longs métrages. Une dimension, je trouve, de conte philosophique, une dimension philosophique très forte. Alors c'est amusant parce que avec la Guillaunie, il y a toujours cette ambivalence. Il fait dire au prince que les philosophes, c'est des gens qui ne savent rien, mais qui vous expliquent la vie. Je trouve que c'est pas, d'abord c'est pas vrai. La philosophie justement, c'est poser des questions, et c'est ce qu'il fait. Donc c'est un film éminemment philosophique et passionnant de ce point de vue-là. Après, bon, c'est pas un film parfait. C'est un film très agréable, très divertissant. Je trouve qu'il y a ce divertissement que j'évoquais tout à l'heure, cette ironie. Par le rire, il y a une scène formidable dans une salle de cinéma qui est vraiment très drôle, une espèce de mise en abîme du cinéma que j'ai trouvé vraiment très amusante. Je trouve qu'il y a quand même des imprécisions scénaristiques, une voix off un peu trop présente, qui font que le film n'est pas aussi abouti que Louise en hiver ou... Après, c'est ce que voulait aussi, quand on parle beaucoup à Jean-François Laguioni, du Château des Singes. C'est vrai qu'il dit, c'est agréable aussi de faire un film pour des spectateurs, on va dire, pour un public, un peu plus large qu'uniquement les films qu'il a l'habitude, entre guillemets, de faire et qui sont pour un public un petit peu large, même si le tableau est très beau. C'est un très bon film, c'est un très bon film. C'est juste... Voilà, des petits bémols. Alors, un dernier mot sur le... Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'avais noté quand il était venu à Cinémathèque à 3 ans. Il avait parlé du Voyage du Prince déjà. Et il disait, une des questions qu'on lui posait souvent, c'est quand allez-vous faire une suite au Château des Singes ? Et en fait, il n'en avait aucune envie. Et un jour, en présentant le film à des enfants, évidemment, ils lui ont posé cette même question. Et lui, pour se débarrasser de la question, il leur a dit, réfléchissez avec un de vos profs et proposez-moi des idées. Et le problème, c'est qu'ils lui ont envoyé des idées et il a dit, il a reçu, il a lu une dizaine de pages dans ce qu'il disait. Et
il a dit qu'il y a une idée formidable, je leur ai piqué, mais je les ai prévenus. C'est bon, j'ai trouvé ça drôle. J'ai eu peur d'un seul coup. Je me disais... Non, mais je trouvais ça drôle qu'il en parle comme ça. Il accepte, grâce à ça, de faire le film. Ouais, je sais pas si c'est la vérité, mais je trouvais l'anecdote amusante, quoi. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Comme quand on voyait vos resteurs préférés. Faites attention quand même. Est-ce qu'on est d'accord pour donc le Voyage du Prince qui sortira, donc coup de cœur en tout cas pour Pascal, absolument. Peut-être des petites choses un petit peu moins bien. Voilà, pour Stéphane et Nicolas. Moi, je le trouve bien. Je suis de l'avis de Stéphane. D'accord. Donc voilà, donc un film. Je pense que par contre, on peut être d'accord pour dire qu'on a envie de voir, en tout cas ceux qui ont vu des bouts de Slocum, et de voir qu'on a absolument envie de voir Slocum. Ça va être à la suite de Luz en hiver sûrement un film absolument bouleversant, et on retombe là sur sa relation avec son père, beau-père, ce bateau, cette mer qui ne verra jamais, etc. Et la chance de voir quoi. Alors nous à Fontevraud en tout cas, cartoon, je sais pas ce que vous avez vu, mais on a vu 15 minutes, 20 minutes d'animatique qui sont absolument bluffantes. Jean-François Legagny fait lui-même les voix, Annick Leray fait les voix féminines toutes, et en fait ça marche admirablement bien, on s'ennuie à aucun moment donné, on pourra regarder le film complètement comme ça, et il y a quelque chose de touchant. J'ai encore les images de sa mère et lui allant voir les films d'Errol Flynn au cinéma, etc. Il y a quelque chose d'assez bouleversant. On peut dire que Jean-François Legagny réussit à faire un cinéma, on parle de J'ai perdu mon corps, mais de l'intime, avant justement un petit peu Jérémy Clapin, même si c'est évidemment, on va dire, ou le bien ou ce qu'on veut du film de Jérémy Clapin, mais ouais, il y a une force dans le cinéma de la Guillauny qui est quand même assez rare. Je trouve, non. Donc Slocum, pareil. Vous êtes Nicolas, toi qui as vu Si à Fontevraud, c'est ouais, l'animatique est assez bluffante, et là aussi c'est vrai, on est complètement emporté dedans, et alors que c'est pourtant une animatique qui est très, on va dire, très brute, très rough, avec des voix qui sont pas mixées, rien du tout. Il y a que 2 voix pour les personnages. Enfin, c'est vraiment le minimum du minimum. On est complètement déjà emporté par cette animatique avec ce minimum de dessin possible, et on a juste envie que ça se fasse. Et je pense que le film, apparemment, aujourd'hui, ne serait pas encore complètement financé. S'il l'est pas, ce sera juste un échec de la production cinématographique française, et ce sera vraiment triste. Je suis complètement d'accord. Un petit mot sur Slocum, on parlait de Slocum, Marie-Pauline. Non, j'allais juste dire appel aux producteurs et financeurs qui nous écoutent. Alors oui, financeurs, je sais pas où ils en sont, mais en tout cas voilà. On va attendre. Malheureusement, comme vous savez, les chiffres, je connais pas les chiffres du Matotti, mais les chiffres malheureusement de l'animation sont toujours un petit peu décevants. Les Andales de Kaboul atteint visiblement les 300 000 entrées, ce qui est pour un best-seller, et puis avec une actrice reconnue et malheureusement pas énorme. Je connais pas les premiers chiffres du Matotti, mais voilà. Par rapport évidemment toujours la même chose au budget. C'est toujours ça notre problème en animation.
Alors, Dan Levy, J'ai perdu mon corps, on vous en a déjà parlé ici plusieurs fois, on en a reparlé. J'aimerais juste qu'on dise 2-3 mots. Le film va sortir le 6 novembre, il va sortir. Le petit monde de l'animation y croit tellement, je suis le premier à vouloir y croire, mais la même semaine et la semaine d'après sortent des gros films. On sait bien à quel point c'est compliqué aujourd'hui de sortir des films. Il y a un certain Polanski du Jardin, Zola qui sort au même moment, un Costa Gavras, oui, un Pavarotti Ron Howard, même si on me dit que c'est pas la même chose. On sait jamais, ces genres de choses. Je pense que personne n'aurait mis aussi beaucoup, enfin, faut pas exagérer, mais l'argent sur le film de Freddie Mercury ou des choses comme ça. On ne sait jamais tout ça. En tout cas, ça sort dans un moment donné qui est compliqué. J'aimerais juste, autour de la table, on a dit beaucoup de choses sur le film. En quoi, pour vous, J'ai perdu mon corps, et si vous l'aimez pas, vous avez évidemment le droit de le dire, et si vous aimez, en quoi c'est un film qui vous paraît aujourd'hui important à l'intérieur du cinéma, de l'histoire du cinéma, d'animation, etc. Et en quoi, pour vous, c'est un film, qu'il faut aller voir, et ça peut être entre guillemets, juste évidemment, ou juste entre guillemets pour l'histoire, pour la réalisation. Qu'est-ce qui vous fait dire là, en quelques phrases comme ça, allons voir ce film. Qui veut commencer? Tout le monde est resté allé. Stéphane. Moi, je trouve que c'est un film excellent, brillant, virtuose. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu de storytelling autour du film, dans le sens où j'entends beaucoup dire que c'est un film qui va réécrire l'histoire de l'animation, et notamment de l'animation adulte, puisque c'est un film qui s'adresse à tous les publics, mais surtout quand même à un public adulte ou ado-adulte, dit Rémi Clapin. Je suis pas sûr que les enfants puissent, en tout cas, apprécier toutes les dimensions du film. C'est un film brillant, virtuose. Je pense que rarement, dans le cinéma d'animation, on a eu une telle virtuosité dans la mise en scène, dans le mouvement de caméra, dans les cadrages, dans la construction scénaristique. Donc c'est un film extrêmement ambitieux et qui va au bout de ses ambitions. Donc c'est en ça que c'est un film passionnant. Mais je veux dire, Valsa avec Bachir aussi était un film très abouti du point de vue formel. Alors peut-être pas aussi spectaculaire que une main dévalant un escalier dans une boîte de conserve, atterrissant sous une rame de métro et se battant avec des rats, mais quand même. Donc je trouve que c'est un film très intéressant, et puis qui va au-delà de ce côté spectaculaire, puisqu'il aborde des questions comme le destin, comme qu'est-ce qui fait qu'on est humain. Je trouve que c'est un film très intéressant de ce point de vue-là, mais voilà, c'était juste le bémol que j'avais par rapport à ce film. Alors, bémol. Pascal est déjà à côté du micro. On t'écoute. J'ai perdu mon corps. Je te sentais prêt. En fait, c'est un film qui est assez intéressant parce qu'il est aussi un peu hybride. Ça aurait pu être... il y a les éléments de comédie romantique avec le jeune homme qui n'arrive pas à séduire la fille. Il y a aussi le côté aventure, comme on en voit beaucoup dans les blockbusters. On va d'un point A à un point B. Et il arrive à pervertir tout ça en étant... en allant plus loin, c'est à la fois accessible de cette manière, avec ce regard-là, premier degré, romantisme, aventure, mais on glisse vers l'horreur avec c'est comme une main qui est douée de la pensée, on voit le monde par son regard, le regard d'une main. On la voit se faire attaquer par des rats, des pigeons. C'est même le moment où la main est séparée du corps, c'est aussi un grand moment. Enfin, il y a une vraie tension. Donc il y a un côté pour les adultes qui a un côté un peu terrifiant, et pour un public plus habitué au cinéma, plus accessible, il n'est pas rejeté parce qu'il peut y trouver autre chose. Ce que certains ne trouvent pas dans le Joker, par exemple, avec le rapport entre ce livreur de pizza et cette jeune fille. Est-ce que c'est pas aussi maintenant quelque chose qu'on pourrait interpréter comme une forme de harcèlement? Enfin, on peut le voir de plein de manières. Donc à la fois quelque chose d'assez traditionnel et puis d'autres un peu plus pervertis. Et le film marie bien ces deux pôles-là, en fait. Donc il est hybride, mais pas hybride désagréable, c'est hybride qui te questionne. Moi, j'ai pris plus de plaisir à le revoir qu'à la découverte, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez agréable. Je vois Nicolas marquer plein de choses. Est-ce que c'est par rapport à ça, avant que Marie-Pauline parle, mais je te sens... Ou alors on laisse Marie-Pauline, non? Ou Nicolas, vas-y. Tu fais pas Marie-Pauline. Allez, Marie-Pauline. Comme ça, Nicolas pourra marquer encore plein de choses. Je prends des notes encore. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, ce que je retiens du film, c'est sa mise en scène. Enfin, on voit peu de films aussi bien mis en scène, et je parle pas d'animation, je parle de cinéma. C'est vraiment, voilà, c'est
c'est incroyable la manière dont chaque plan a été pensé, à la fois des plans hyper virtuoses, comme une sorte de saut dans le vide vers la fin du film, et en même temps une séquence totalement minimaliste dans un hall d'immeuble. Et je trouve que d'avoir les deux comme ça, qui à chaque fois ont leur intérêt, leur sens dans l'histoire et tout, on sent que tout a été pensé, chaque plan comme ça. Non, moi ce que je retiens du film, ce que j'adore et ce qui me fait sentir vraiment différent, c'est son côté hyper ténu et hyper mélancolique. Enfin, on n'en voit pas si souvent en fait des films. Quand vous voulez raconter de quoi parle le film, ça tient sur pas grand chose en fait. C'est pas du tout l'histoire qui fait que le film il nous plaît, c'est vraiment la manière dont il a été fait, dont il est construit, avec un montage parallèle de différentes choses qui se passent. Si ça était fait de manière linéaire, ça n'aurait probablement pas le même intérêt. Donc voilà, je pense que moi, ce que je retiens, c'est ça. Et la mélancolie qui est appuyée par la musique de Dan Levy. Alors je dis appuyée, c'est pas du tout une critique, parce que je sais que certains trouvent qu'elle est trop présente, mais alors moi, non. Curieusement, je trouve qu'elle est juste comme il faut, en fait. Parfois, peut-être, elle en fait peut-être juste un tout petit peu trop, mais en fait ça va tellement bien que voilà, ça me dérange pas. Moi je trouve ça magnifique. Et alors entre Nick Cave et la mélancolie de Dan Levy, je pense que vous aurez saisi ce que j'aime comme genre de musique. Ce qu'on aura dans les prochaines émissions. Nicolas, alors, après moi je suis tout à fait d'accord justement avec ce que dit Marie-Pauline par rapport à la mélancolie, et notamment je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on avait un petit peu aussi déjà dans le roman et un petit peu dans les ouvrages de Guillaume Laurent, qui est quand même l'auteur qui a été adapté donc par Jérémy Clapin ici. Et donc scénariste notamment aussi de Jean-Pierre Jeunet, enfin co-scénariste. Pas seulement, oui, et romancier aussi, c'est-à-dire qu'il a quand même fait pas mal de romans à côté. L'espèce de construction musicale, j'ai l'impression que c'est une construction véritablement liée à des grands metteurs en scène, puisqu'on en parlait juste avant, c'est aussi quelque chose qui est très présent chez Jean-François Laguioni, et il en parle justement, comme on le disait quand même, et c'était Stéphane qui le disait, il en parle beaucoup et il s'exprime beaucoup là-dessus. J'ai l'impression que là c'est un petit peu la même chose, et que le côté mélancolique qui arrive aussi par la musique joue pas mal là-dessus. Par contre, alors moi je dirais pas forcément justement virtuose par rapport au film, même s'il y a quelques côtés qui le sont. C'est-à-dire que dans le côté virtuose, souvent on a tendance à mettre qui fait absolument, il arrive à tout faire, à faire, un peu comme s'il en faisait trop, ou tout vraiment justement de manière gratuite. Alors que moi je trouve que justement tout est extrêmement posé, extrêmement réfléchi, et que on a vraiment affaire à quelque chose de l'ordre de véritablement d'un metteur en scène, et de quelqu'un qui s'est posé de véritables aussi questions de cinéma par rapport à l'objet qu'il adapte. C'est-à-dire que ce qu'il met en scène, c'est pas un être humain justement, c'est une partie d'être humain, c'est une partie de corps, c'est un corps qui a été coupé, et justement qui n'est plus relié à ce qui normalement devrait pouvoir le faire fonctionner, mais qui possède quand même sa vie propre, et qui a justement sa mémoire, son regard, qui peut réfléchir, qui peut penser, qui peut agir. Et il y a justement cette question qui est assez intéressante, c'est-à-dire à partir de quand ce corps justement prend une certaine forme d'humanité, et jusqu'à quand on pourrait le considérer comme une espèce d'animal aussi, puisqu'on a vraiment ce jeu avec l'humanité et avec l'animalité, comme on le disait ici aussi, et aussi avec ces questions de perception et ces questions de regard. C'est-à-dire effectivement, comme tu disais Pascal, c'est une main quand même qui se déplace, qui a un regard, c'est-à-dire qu'elle a pas d'yeux, mais on a l'impression qu'elle a des yeux quand même, et qu'elle peut avancer, qu'elle peut se diriger, qu'elle voit le monde autour, comme si elle avait déjà une espèce de connaissance un petit peu du monde, qu'elle pouvait se déplacer. Et toute cette question du regard, elle est vraiment extrêmement bien mise en avant par le film, je trouve, et ça c'est l'une des grandes forces de Jérémy Clapin, justement, d'avoir réussi à mettre ça dans ce film. Et on le voit par exemple par rapport aux regards animaux, etc., mais par rapport à une personne, à un être humain qui va rencontrer à un moment et qui va être aveugle, donc il y a ce manque de regard. On le voit par rapport à toute cette séquence qui est justement la séquence peut-être la plus posée, la plus délicate, la plus magnifique du film, c'est-à-dire la séquence où en fait il va rencontrer la jeune femme. Faut pas trop en dire non plus, ne soyez pas. Quand ils se rencontrent, en fait ils se voient pas. Et tout se passe par la parole, tout se passe par le son, mais il n'y a aucune vision. C'est-à-dire que lui ne voit pas la femme et eux ne se regardent pas. Ils se rencontrent pas totalement. Et il y a toujours ce jeu-là, même quand on voit la main et l'enfant, quand on voit l'enfant petit, parce qu'évidemment on repart dans l'enfance de l'enfant, il y a toute cette question qui joue aussi sur les lunettes, sur l'œil, sur la perception des choses. Et tout ça, je pense que la manière dont il met ça en scène, c'est vraiment l'une des grandes forces du film. Je reviendrai sur ce que vous avez dit, à savoir que je trouve ce qui est intéressant, c'est
Je pense que on dit souvent que J'ai perdu mon corps fait du cinéma comme de la prise de vue continue ou la prise de vue réelle, comme on veut l'appeler. Je pense qu'en fait c'est pas vrai. Je pense juste que Jérémy Clapin se rappelle qu'il fait du cinéma et pas uniquement de l'animation. Tout simplement. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a une certaine amnésie, mais qui est intéressante, qui montre à quel point le cinéma d'animation bouge, et c'est intéressant. On a parlé de cette nouvelle équipe. On a Pascal qui vient pas forcément de l'animation, Marie-Pauline non plus, mais qui sont des défenseurs énormément de l'animation. Et je pense que c'est intéressant ce qui s'y passe. Jérémy Clapin le dit lui-même quand on lui parle beaucoup de ce film-là, en disant ça y est, c'est incroyable, t'as réussi, c'est bon, t'es à Cannes. On se dit mais Skizen était déjà à Cannes, était déjà à la semaine de la critique. Il dit c'était la même salle. Donc c'est exactement la même salle. Alors oui, on en parle plus maintenant parce que c'est un long métrage, il y a une date de sortie. Skizen a fait un carton, comme je vous parlais tout à l'heure, c'était un vrai carton. Faut pas oublier la mise en scène incroyable. Moi, je me rappelle toujours ce moment que je répète toujours, mais où on voit Henri, qui est le personnage principal de Skizen, qui rend, on est en point de vue subjectif, à l'intérieur du placard, et on voit qu'il range son aspirateur, et on voit la télé qui est derrière avec la météorite, et rien que ce plan-là, on se dit, bah là, on a un metteur en scène. Je pense que quand on parlait d'auteur avec Jean-François Laguioni, là, on a un bon exemple de quelqu'un qui est un auteur, qui reprend ces personnes qui sont des personnes un peu en dehors du système, c'est quelque chose qui est très fort par rapport à ça. Je pense qu'en effet, il veut un cinéma, et c'est ça qui est intéressant. Il veut revenir à Skizen. Il appelle Palmipédarium. On aurait pu vouloir qu'il aille vers une mise en scène à la Palmipédarium. Non. Pour son premier long métrage, il fait une mise en scène plus à la Skizen, en effet efficace, qui a envie de quelque chose. Il y a des personnages que je trouve bouleversants. Je trouve que ces personnages sont d'une force. Quand vous avez, j'espère qu'il viendra, et j'espère qu'en mars, Jérémy viendront avec toute l'équipe, quand vous entendrez la voix d'Hakim Faris, c'est exact, donc de l'acteur, c'est exactement la voix du personnage principal. C'est assez étonnant, il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire qu'il a choisi ses acteurs pour leur voix, pour ce qu'ils donnaient par rapport à ça. Je trouve ça absolument superbe. On a enfin un personnage, et Jérémy Clapin le disait quand il va, on a enfin un personnage qui est donc d'origine maghrébine, qui est français. Et en fait, on n'en parle pas. C'est juste un personnage. On n'en fait pas. On parle pas d'immigration. On parle pas de problématiques. C'est juste quelqu'un qui essaye de s'en sortir dans une vie de merde, mais pas à cause de sa nationalité, juste parce que il a ça. Et il disait qu'il y avait certains jeunes justement qui allaient le voir et disaient merci beaucoup. Enfin, faire un personnage qui n'est pas un personnage stigmatisé, où on parle pas de sa nationalité, on parle pas en tout cas voilà de ses origines et non pas de sa nationalité. Et je trouve que le film est beau pour ça. Je trouve que la musique de Dan Levy, il faut pas oublier, Skizen se base énormément sur la musique là. C'était Nicolas Martin qui a une importance incroyable dans Skizen. Et là aussi, elle accompagne cette mélancolie de tout simplement. Et il n'y a pas plus compliqué que ça dans la vie. Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à faire, comme il est dit dans quel sort, on arrive à dribbler le destin. C'est-à-dire, on arrive à faire quelque chose qui nous fait aller vers autre chose que ce à quoi on est normalement obligé d'aller, vers le quoi on est obligé d'aller. Et je trouve que le film en ça a quelque chose d'assez magique de jouer là-dessus. Et surtout, en fait, et c'est ce que tu as dit, à chaque fois ça m'énerve, on dit tout le temps, un film, c'est un scénario, une histoire. Et en fait, non. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est comment on raconte et la mise en scène. Et en fait, c'est simple. Il se passe pas grand-chose. C'est juste, mais qu'est-ce que c'est beau, parce que c'est la manière dont c'est raconté, finalement, que c'est beau. Et c'est la mise en scène qui, pour moi, en tout cas, me touche le plus dans un film. Et je trouve que là, elle touche justement grâce à ça. J'ai perdu mon corps, sort le 6 novembre. Jérémy Clapin. Il faut que vous alliez le voir d'abord parce que c'est un bon film. Je pense qu'en effet, juste pour finir ce que disait Stéphane, la problématique, c'est que on veut absolument faire des films qui révolutionnent toujours tout. Et en fait, c'est un beau film. C'est un film qui est magnifique, il y a des belles choses. Et quelque part, on n'a pas besoin de dire c'est bien que Takahata, etc. C'est juste un beau film. À chaque fois qu'un film d'un grand réalisateur de prise de vue continue sort, on dit pas forcément c'est mieux que ça. On dit juste c'est un beau film. Allez voir J'ai perdu mon corps parce que c'est un beau film. J'aimerais, parce qu'on l'a pas beaucoup fait, et on se débrouillera entre Stéphane et Pascal pour qu'ils parlent des deux chroniques qu'ils devaient faire. On essaiera d'en parler un tout petit peu. J'aimerais aussi parler de 2-3 trucs qui sont des petits événements, enfin des petites manifestations. J'aimerais quand même qu'on parle à un moment donné, parce que c'est un moment où on voulait parler de L'heure de l'ours, générique du début que vous avez entendu de Pierre-Robert Kampf. L'heure de l'ours. Swan ne veut pas parler de L'heure de l'ours, mais peut-être que sa maman, Marie-Pauline, veut parler de l'ours. Film d'Agnès Patron, produit par Sacré Bleu, deuxième film. Donc le premier, Agnès Patron sortant de l'ENSAD, La Veuve Caillou, que vous pouvez voir sur son site. Ensuite, elle a co-réalisé l'un des plus beaux films de ces 15 dernières années, avec Cerise Lopez, s'appelle Choulienne, et c'était pas évident qu'elle récidive, et elle récidive pour moi avec L'heure de l'ours. Pour toi, film qu'on peut voir en ce moment sur Arte.
Pour moi, elle récidive puisqu'elle signe probablement, en tout cas jusqu'à présent, le plus beau film, enfin le plus beau court-métrage de l'année. C'est magnifique, L'heure de l'ours, entièrement sur fond noir avec des sortes de traits de couleurs comme ça, assez minimalistes encore une fois. J'aime beaucoup parce que le film a reçu au Piaf le prix d'interprétation et dans l'extrait qui a été passé, on voyait des herbes qui bougent. Et c'est tellement ça, en fait. Vous voyez des herbes qui bougent et rien que ces herbes qui bougent sur fond noir, comme ça, il y a presque rien, quelques herbes vertes qui bougent et c'est juste absolument magnifique. Alors, je vous dis pas quand les ours arrivent vraiment. Je sais pas, enfin, moi, j'étais complètement conquise par l'esthétique du film, par la musique. Puis tu disais, Pierre Wamperkamp, la musique, elle est sublimissime. Enfin, c'est voilà, ça va tellement bien ensemble. C'est flamboyant. Enfin, ça vous emporte. C'est comme une armée en route. Je sais pas, c'est vraiment d'une force exceptionnelle. Et voilà, enfin, c'est absolument à aller voir puisqu'il est sur le site d'Arte. Tu disais, courez-y surtout et allez voir l'exposition puisqu'il y a aussi une exposition des dessins du film actuellement à Paris, et Alexis nous dira où parce que j'ai pas retenu le nom de la galerie. Donc c'est la galerie Poppy Arvani qui est rue Jean-Pierre Timbaud. J'avoue que je me souviens plus tellement du numéro, mais en tout cas Poppy Arvani, Poppy-Arvani plus loin, donc Poppy Arvani, et allez voir, vous avez des originaux. Je suis pas fan normalement, j'ai du mal même avec les expos, mais c'est assez incroyable. Vous avez une très très belle vitrine qui a été peinte par Agnès Patron, Cérise Lopez qui a travaillé sur le film, et je suis désolé pour les autres personnes mais qui ont travaillé sur le film des anciennes aussi de l'ENSAD. L'heure de l'ours, Pascal. Oui, c'est à toi. L'heure de l'ours, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ce film? Ah oui, je ne vais pas rajouter grand chose, mais ça, oui, comme tu dis, ça vraiment fort, quoi. J'ai été porté par, là encore on peut parler de mise en scène, par le monde qu'elle crée avec un fond noir, quelques traits de couleur, et cette musique qui tout de suite crée un climat qui t'emporte, et ce qui est dit aussi, j'ai pas forcément envie de raconter ce qui est dit parce que il faut le découvrir. Moi c'est une histoire entre c'est un film sensoriel. C'est un film sensoriel. Marie-Pauline le disait justement, ces herbes là couchées par le vent, et on a l'impression de les sentir sur sa peau. Donc c'est un film sensoriel porté par la musique, dont l'histoire reste assez indéfinissable. Mais il y a un côté animal aussi. Une colère animale, et les rapports entre l'homme et l'ours qui ne sont pas sans faire penser, évoquer, qui évoque très fortement un autre long métrage magnifique qui est sorti récemment en salle et qui évoque les rapports entre les hommes et les animaux. La fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, qu'il faut impérativement aller voir en salle. Bon, je voulais lui laisser 2 minutes pour en parler. Tant pis, il en a déjà parlé, donc il n'y aura pas droit. Nicolas, un petit mot, désolé, je vous pousse un tout petit peu, on pourrait prendre plus de temps. De toute façon, nous, on en avait déjà parlé dans une précédente émission autour du festival de Grenoble. On lui a donné un prix ensemble. On lui avait donné un prix. Donc forcément, oui, je vais pas dire autre chose que tous mes camarades ici. C'est vraiment juste un film absolument magnifique et qui vaut largement le détour et qu'il faut absolument découvrir. Alors malheureusement, pour les gens qui ne le découvriront pas en salle, c'est très dommage pour eux parce que c'est vraiment un film aussi. Alors c'est surprenant parce que c'est vraiment très doux, pas doux et tendre, ce serait un peu étrange, mais il se passe pas énormément de choses. C'est plutôt l'animation qui est souvent relativement douce par petites touches comme ça, mais ça prend vraiment une énorme ampleur sur un grand écran. C'est vraiment fabuleux. Mais courez quand même le voir sur le site d'Arte. Alors, une chose qui m'est revenue, c'est il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est comment la musique s'invite même physiquement à l'intérieur du film avec cette scène de danse qui est tout d'un coup, il y a le rythme qui se voit à l'écran, aussi directement la musique qui apparaît. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et je trouve que justement, l'une des grandes forces et une des grandes idées du film, c'est ce fond noir. C'est assez rare quand même. Et c'est pas la première fois évidemment, mais c'est le fond noir et les petites choses qui apparaissent au-dessus, au lieu d'un fond blanc comme on voit le plus souvent. Là, il y a quelque chose qui prend véritablement rien que par rapport à ça et au jeu assez subtil des couleurs. Alors pour ceux qui sera à Paris, profitez-en, le film passe lundi 21, donc toute une séance à la Cinémathèque, 2 séances
présenté, excusez-moi, par Hélène Vessière d'Arte, et vous aurez pas mal de choses, L'Heure de l'ours, Rough House de Jonathan Hudson, Mouton, Loup et Tasse de thé de Marion Lacour, et même si vraiment vous voulez absolument Oncle Thomas de Régina Pessoa, voilà, qui sera là. Je sais que Nicolas aime beaucoup. Je vais lundi lundi 21, lundi qui arrive, juste la 21 octobre. Allez, pour moi, pour L'Heure de l'ours, je fais rarement ça. Je vais vous lire un petit texte que j'ai créé à une amie à qui j'ai proposé de regarder le film. C'est en effet un film qui parle de la perte, du deuil, de quelque chose que l'on perd. Celui notamment qu'on fait le deuil quand on se rend compte, enfant, quand on se rend compte que les adultes nous ont menti et que leur soi-disant maturité n'est qu'un leurre. Il raconte aussi la lâcheté de l'homme. Seul l'enfant et la femme tentent de comprendre, de se battre. Et cela raconte une rébellion, une envie de bouleverser les choses, un ordre établi. Et tout cela est admirablement accompagné d'une mise en scène qui réussit à mélanger de grands moments presque épiques et des moments en suspension. Comme tu le dis, la simplicité du visuel permet une grande force à l'animation, comme si l'on n'avait pas forcément de besoin trop en faire pour transporter. Et puis la concordance musique-image me transporte à chaque fois. C'est un film que moi je trouve absolument exceptionnel, puisque c'est un film qui, en effet... comme je vous le disais, part de ce moment où, enfant, on se rend compte que ce qu'on nous a mis autour de nous et ce qu'on a tenté de nous faire croire autour de nous est complètement faux. De croire que cette relation avec les adultes est la chose la plus complexe et que même que les adultes ne la comprennent pas eux-mêmes, cette relation. Et je trouve que ce film est bouleversant pour moi dans ce qu'elle raconte, que, encore une fois, et ça nous parle, Stéphane disait, c'est des films des fois qui parlent pas complètement de manière directe, mais qui nous parlent évidemment à qui on est et à ce qu'on a vécu. Et que quand on est critique, c'est peut-être une des choses qui est compliquée des fois, c'est quand on est critique où on reste dans la superficie, ou si on va un peu plus loin, on parle forcément de soi-même, ce qui est toujours évidemment un peu plus compliqué, surtout avec des films évidemment comme L'Heure de l'ours. Allez, il nous reste 7 minutes à peu près. 6 minutes si on va avoir encore un petit bout de la musique de L'Heure de l'ours à la fin. Je commence très rapidement et chacun vous dira un petit mot si vous avez envie. Je ne râlerai pas contre l'école Sylvain Chomet, mais il y en a marre de toutes ces écoles qui arrivent en France, c'est pas possible. Je vous conseille de foncer à voir Tout anime. Enfin, Isabelle Vanini, le Forum des images, nous propose un très grand rendez-vous quasiment tous les mois, le 24 octobre, la semaine prochaine, la série Culotté. Toute l'équipe sera là. Voilà comment on peut faire une série d'après une BD évidemment importante. Le 14 novembre, c'est moi qui la présenterai, donc vous allez dire que je suis partial, mais ne loupez pas la rencontre avec Yuri Kaza, réalisateur de Datum Point, qui va venir et qui nous présentera en exclusivité des images de son prochain cours, tiré d'Henri Michaud, Émergence, absolument avec la voix de Denis Lavant. En décembre, nous aurons le Carrefour de l'animation du 12 au 15 décembre, alors qu'on a un petit reporter qui, après nous avoir porté de l'eau, fait plein de photos. C'est bien parce que j'en ai avoir besoin pour l'émission. Voilà. Et surtout, à un moment donné, et à commencer cette semaine un crowdfunding, j'en parle jamais, mais en tout cas qui me paraît absolument fondamental. Rosto, réalisateur hollandais, nous a quittés en début d'année, très jeune, et il avait fini son roman graphique. Il y avait un album qui a été fini de son groupe de The Records, et tout ça a été lancé par Autour de minuit, un crowdfunding. Vous pouvez avoir toutes ces belles choses, ça vaut la peine, ça fait partie des auteurs, on en parlait, qui ont un univers absolument unique, et c'est important. Je vous conseille aussi de noter déjà les dates du Carrefour de l'animation du 12 au 15 décembre. Je peux pas en parler parce que malheureusement le Forum des images met du temps, mais il y aura de très belles choses, et notamment à un moment donné aussi par rapport à Rosto, donc 12 au 15 décembre. Allez, Pascal, je suis désolé, on a 4 minutes. Est-ce que tu voulais nous parler, toi, du DVD de Karel Zeman, de sa sortie, donc très rapidement? Oui, donc Malavida sort le tout premier long métrage de Karel Zeman en DVD, et c'est ceux qui connaissent son univers découvriront les bases, et il y a toujours des belles choses. C'est l'animation marionnette et récit d'aventure, mais aussi récit moral sur le poids de l'argent sur les âmes troublées. Karel Zeman, c'est vraiment un lien, c'est Méliès dans les années 60-70, c'est un cinéma comme moi j'aimerais en tout cas en voir un peu plus souvent. Un petit mot, Marie-Pauline, tu voulais parler de Rosto, j'en ai parlé un petit peu à ta place. Ça va, pas forcément ça. Dire sur Rosto. Stéphane, toi tu voulais donc nous reparler, en tout cas il y a une expo sur oui, alors il y aura un livre bientôt aussi sur le film de Mattotti, de Lorenzo Mattotti. Alors le livre est déjà sorti. Ouais.
qui raconte effectivement la genèse et la fabrication de la fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, produit par Prima Linea. Donc c'est un très beau film qui fait également l'objet donc d'une exposition au Centre culturel italien qui est rue de Varennes, si je ne me trompe, et qui est une très belle exposition qui montre les originaux de Mattotti, ses recherches graphiques pour les ambiances, pour les décors, pour les personnages, et également des éléments du storyboard. C'est une très belle exposition. On y était avec Pascal. Vraiment, on retrouve toute la matière des dessins de Mattotti. C'est des dessins pastel et crayon de couleur. Et c'est des couleurs à tomber par terre. Alors évidemment, c'est très différent du résultat du film, mais le film reste quand même très beau et très fidèle au style de Mattotti. Et c'est encore une fois un excellent divertissement. Et une très belle histoire, parce que ça compte aussi les histoires. Il n'y a pas que la mise en scène qui est très belle également. Et donc voilà. Donc non mais je dis ça parce que je sais que pour moi c'est aussi important l'un et l'autre. Je pense qu'il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. En fait, Stéphane, je suis très ravi. J'espère qu'on fera plein de débats comme ça. J'espère évidemment. C'est qu'à un moment donné, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement on voit à travers ces débats critiques qu'on va voir, que chacun va avoir des visions assez personnelles finalement du cinéma. Et je suis ravi évidemment que l'histoire soit importante. Il y en a, ça va être de la mise en scène, il y en a d'autres, ça va être que de la mise en scène, il y en a d'autres, ça va être... Et en fait, je trouve que pourquoi ces débats critiques sont là aussi, c'est pour ça, c'est pour parler un petit peu de ça et pour montrer toutes ces diversités qu'on peut avoir. Donc c'est avec grand plaisir, au contraire, qu'on peut avoir ça. Nicolas n'a pas forcément grand chose à dire. Il y a plein de papiers de bonbons. On va devoir ranger ça très rapidement. Swan, tu veux dire un mot? Parce que t'as pas voulu dire un mot au début. T'as été plutôt sage, bravo. T'as eu un peu craqué. Ça va, c'était bien cette émission? Ça t'a plu? Ah évidemment. Quand t'es pas devant le micro, là il y a aucun problème. Tu peux parler. T'as plein de choses. Et tu te dis, je veux parler dans le micro. Là t'as le micro, c'est le moment. Moi j'ai des livres dans ma maison. Ça c'est bien. C'est qu'on a déjà eu ton frère ici, qui a parlé aussi. Ta mère, elle te montre plein de films d'animation? Ouais, moi j'ai vu un film dans un autre cinéma la dernière fois avec ma maman. C'était bien? Oui. Ben c'est super. Oui, c'était Lou Tendre et Lou Phoque, pour ceux que ça intéresse. À partir de 3 ans, ça marche. Et le petit sapeur en rouge. Super. Ben merci beaucoup. Et on va écouter le dernier morceau qui doit être le 11. C'est ça, c'est quoi? C'est Nicolas, c'est générique, ça doit être l'heure de l'ours normalement de Pierre Oberkampf. Merci beaucoup. On écoute et puis après c'est la Tribuna Latina d'après ce que j'ai vu. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye bye.